Bonjour et bienvenue dans cette émission Des mots, un livre sur la chaîne de Pourquoi Docteur, avec aujourd'hui un invité qui est un médecin engagé. Bonjour professeur Israël Nizan. Bonjour. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique et aujourd'hui directeur universitaire et médical à l'hôpital américain de Paris. Et vous venez, c'est la raison de votre présence, de publier un petit livre qui fait grand bruit, qui s'appelle « Parler de sexe, comment informer nos ados ». Donc c'est ce dont nous allons discuter pendant quelques minutes, vous et moi. Si je dis que vous êtes un médecin engagé, c'est parce que justement, ces adolescents, vous intervenez régulièrement auprès d'eux pour aborder toutes les questions qui sont d'ailleurs au cœur de l'actualité, des thèmes comme l'IVG, le sujet du consentement, l'homosexualité, la pornographie évidemment, ou même la dysphorie du genre. Ce qui m'a marqué, c'est que vous dites dès les toutes premières pages de votre livre que si vos messages sont entendus, c'est parce que vous êtes médecin et que vos propos font autorité. Faut-il forcément être médecin pour pouvoir parler de la sexualité avec les adolescents ? Pas forcément, mais il faut véritablement être formé. Parce qu'il y a eu des expériences faites avec des gens qui n'étaient pas tout à fait bien formés. C'est pire que de ne rien faire. Donc les médecins, d'ailleurs, n'ont pas cette formation dans leur formation. Ils ont, et lorsque j'étais chef de service, j'ai imposé à mes internes d'être capables de savoir faire cela au moins aussi bien qu'une césarienne s'ils voulaient devenir chef de clinique. Je pense que c'est une vraie facilité parce que les ados regardent qui parle, d'où il parle, quelle est sa compétence. Et si ils arrivent à détecter une certaine fragilité du côté de la compétence, le propos ne vaut plus. Donc non, il ne faut pas forcément être médecin, mais il faut être formé. Alors la fragilité du côté de la compétence, on peut voir qui ça peut concerner, notamment certains intervenants de l'éducation nationale qui eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas du tout formés à ça, hein, donc c'est pas du tout une accusation qu'on leur porte. En revanche, quid des parents puisque vous avez l'air aussi dans votre ouvrage de dire que les parents, ça ne peut pas être leur sujet. Alors, les parents sont indispensables pour l'éducation à la vie affective dès l'âge de 4 ans. Le respect de soi-même, le respect de l'autre, mais aussi touche pas à mon corps est à moi. Tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain, parce qu'un enfant de 6 ans ne sait pas ça. On est quand même dans un pays où il y a 160 000 abus sexuels par an. On ne peut pas se glorifier de ce résultat. Et pour moi, les parents, lorsqu'ils n'ont pas fait leur travail d'éducation à la morale pour lequel ils sont les seuls légitimes, ce travail ne peut plus être fait ultérieurement par l'école. En revanche, vers 12-13 ans, au moment de la puberté, quand le regard des ados se tourne vers leurs copains ou copines de classe, ils ont l'impression de décevoir leurs parents. Et ils se ferment. Au moment où ils auraient le plus besoin d'être aidés, ils se ferment. Et j'en ai fait l'expérience pour ma fille. Lorsque je l'ai vue avec un garçon à la main, je lui ai dit « Viens voir par ici, on va parler. » « Papa, occupe-toi de ce qui te regarde. » Alors je lui ai dit « Demain, je vais à Saint-Germain-en-Laye dans une classe de 3e. Est-ce que tu veux venir avec moi ?»« Oui, papa, merci, papa. » On ne peut pas entendre en direct des explications sur la sexualité par les parents, parce que d'abord, ça lève le voile sur la propre sexualité des parents, ce que les ados ne veulent pas savoir. Dans l'échange, il y a mais forcément surtout, les parents, ils sont là pour éduquer aux interdits. Nous avons beaucoup d'interdits sexuels. Si les parents n'ont pas mis les interdits, ça ne sera plus possible après. Et on ne peut pas du même pied enseigner les interdits et enseigner la licence. Et à partir donc de ces convictions, comment avez-vous été amené très concrètement au cours de votre parcours, comment avez-vous été amené à organiser ces interventions auprès des collégiens ? Lorsque j'ai été nommé professeur, je l'ai été dans un hôpital, l'hôpital de Poissy, Saint-Germain-en-Laye. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un collège, le collège des Grands Champs. Et chaque fois que je passais la visite, j'avais une gamine de 15 ans qui avait un bébé dans les bras avec un sourire béat. Ceci m'a choqué. Et quand je leur demandais pourquoi tu n'as pas utilisé de contraception, elle me disait « mais ma mère m'a eu au même âge ». Ce cycle de la pauvreté-là, j'ai voulu essayer de le rompre. J'ai été voir le directeur du collège et on s'est mis d'accord pour créer à l'époque SOS Ado, mais c'est devenu Info Ado. Et j'ai fait mes armes et si vous voulez, il y a 30 ans, et j'ai décidé de consacrer 2 heures tout au long de ma carrière à aller dans les écoles, à emmener les internes, à les former pour qu'on ne reste pas, j'allais dire, dans ce constat de c'est une fatalité les grossesses non souhaitées. On ne peut rien y faire. Eh bien, si on a 3 fois plus de grossesses non souhaitées chez les mineurs que les pays qui nous entourent, et là non plus, on ne peut pas s'enorgueillir de se taire là où il faudrait éduquer.
Et donc, ce problème de la contraception et des grossesses pas forcément désirées, ça a donc été un peu le déclencheur de cette démarche. Mais avant de revenir sur ce sujet, il y a une phrase aussi qui m'a marqué. Vous dites, page 26, je l'ai noté, que lorsque vous avez commencé à discuter de ces sujets avec les adolescents, les questions tournaient beaucoup, c'était dans les années 90, les questions tournaient beaucoup autour, certes, de la contraception, mais aussi beaucoup autour du sentiment amoureux. Et depuis la page 26, j'ai cherché en vain, dans la suite de votre ouvrage, l'évocation de ce sentiment amoureux dans la sexualité des ados. Et dans leur questionnement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Le romantisme chez les jeunes aurait-il totalement disparu? Absolument pas. Les jeunes sont tout aussi romantiques, tout aussi anxieux devant le changement de leur corps, devant la survenue des pulsions. Ils n'ont pas changé sur le fond. En revanche, ils ont vu des choses qui les changent. Et comme je fais toujours poser des questions anonymement en amont de mes interventions, j'ai vu la nature des questions changer. Questions influencées par la pornographie. Il n'y a plus aucun établissement scolaire où j'ai pas des questions sur l'amour à plusieurs, sur la zoophilie, sur les pratiques sexuelles un peu bizarres. Et donc, je vois très bien l'influence de la pornographie. Ils voient des choses, ils protègent les parents en ne les leur disant pas, mais ils ont besoin d'un échange avec des adultes sur ce qu'ils ont vu, parce que parfois c'est extrêmement violent, extrêmement obscène, et ils ont l'impression, parce qu'ils n'ont pas l'appareil critique pour se mettre à distance des images et des sons qu'ils entendent, pour eux c'est la vraie vérité vraie. Ouais. Il faut faire comme il y avait dans le film, c'est les adultes qui nous montrent comment ils font, donc on va faire pareil. Et c'est vrai que quand l'éducation sexuelle passe par la pornographie, on est mal parti. Nous n'éduquons pas nos enfants. La loi sur l'information à la vie affective n'est pas appliquée. 2001, 3 heures depuis le CP. Par contre, nous ne respectons pas une autre loi qui est la protection des mineurs. Il y a un effet de ciseau entre ces deux lois qui ne sont pas appliquées. Et ma conclusion actuelle, c'est de dire, nous n'éduquons pas nos enfants. Rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. J'espère que ça ne rassure personne. Revenons-en un peu à l'IVG, avec une autre phrase assez forte que vous écrivez. Le manque d'informations sur la vie sexuelle et affective porte principalement préjudice aux femmes. Jamais un garçon ne doit faire le parcours difficile d'une demande d'IVG. Ce sont les femmes qui paient le prix fort de ces lacunes. Est-ce qu'elles ne paient pas aussi le prix fort dans bien d'autres domaines de la sexualité, malgré d'ailleurs la mise en place et la présence assez importante de mouvements féministes dans notre société? Depuis la nuit des temps, les femmes payent le prix fort. Mais c'est un projet national, républicain, que de mettre les femmes à égalité avec les hommes. Ça fait partie de l'ADN de la France. Encore faut-il que nos hommes soient éduqués. Et s'ils ne sont pas éduqués au consentement, eh bien, les femmes payent un prix encore plus fort. Vous me direz, il y a des pays qui sont pires que le nôtre, où on ne leur apprend pas à lire et à écrire. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais il n'en reste pas moins que quand on n'enseigne pas à dire non, quand on n'apprend pas aux femmes qu'elles ont la maîtrise de leur corps, et d'ailleurs la pornographie fait le contraire, elle apprend le non-consentement. Une femme qui dit non, en fait, ça veut dire oui. Et d'ailleurs, si on est bien viril et qu'on la fait bien jouir, elle regrettera d'avoir dit non. Donc les femmes payent un prix d'autant plus fort qu'elles n'ont pas été informées correctement. Cette IVG, les femmes la considèrent pourtant aujourd'hui comme un droit, un acquis, qui vient même d'ailleurs d'être consacré en étant inscrit dans la Constitution de notre pays. Elles s'en sont réjouies, vous aussi ? Moi aussi, bien sûr. C'est un symbole fort que de mettre dans la loi fondamentale du pays le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais ça n'a pas amélioré le sort des femmes en demande d'IVG dans notre pays, ce que je demandais. Il y a des femmes qui sont obligées de faire un long chemin pour obtenir, avoir un rendez-vous. Il y a des femmes que l'on contraint à une méthode d'IVG parce que l'hôpital en question est tellement démuni qu'il ne peut pas lui proposer un choix. Bref, il y a des femmes qui doivent attendre d'avoir un rendez-vous et on leur dit « rassurez-vous, on a allongé le délai, donc vous pourrez avoir un rendez-vous dans 4 semaines, mais c'est pas grave, on a allongé le délai ». On va revenir sur cette histoire de délai. Tout ça, c'est de la maltraitance. 15 000 IVG par an en France, chez les moins de 18 ans, vous le reprécisez, 90 000 chez les moins de 25 ans, c'est considérable. C'est clairement utilisé comme un moyen de contraception. Or, vous ne voulez pas, vous, considérer que l'interruption volontaire de grossesse
puisse être utilisé comme un moyen de contraception, parce que vous parlez d'une véritable épreuve. Si on peut l'éviter, c'est mieux, affirmez-vous. Pourquoi alors autant d'IVG et quelles autres solutions ? Alors, la seule solution, c'est l'éducation. L'éducation, et actuellement, quand j'interroge les jeunes femmes qui viennent dans mon unité pour une IVG, je l'ai fait pour une centaine d'entre elles, micro-trottoir. Ah, je croyais que les premiers rapports, on risquait rien. Ah, je croyais que les rapports pendant les règles, on risquait rien. Ah, je croyais que si le garçon se retire pour éjaculer, on risque rien. Ah, je croyais que si le garçon utilise un préservatif, on risque rien. Ah, je croyais que si on n'est pas pénétré, on risque rien. Donc les fake news, la désinformation prévaut. Et véritablement, s'il y a un certain nombre de femmes qui passent le cap, j'allais dire, d'une IVG sans que ça les émeuve de trop, il y en a pour qui c'est une véritable blessure, qui parfois revient des années après, à l'occasion d'une difficulté pour être enceinte, à l'occasion d'un pépin gynécologique, à une larme qui roule sur leur joue, on leur demande qu'est-ce qui vous arrive, eh ben c'est parce que j'ai fait une IVG quand j'avais 15 ans. Et je pense que terminer sa première histoire d'amour sur une table d'opération avec un médecin au milieu de ses jambes, c'est pas une bonne aventure, aucun parent ne souhaite ça pour sa fille, et en avoir 15 000 alors que les Hollandais, avec la même population, en auraient 5 000, c'est pas que les Françaises sont plus idiotes que les Hollandaises, c'est simplement qu'on leur a pas donné les outils et les moyens pour se mettre à l'abri de cette mésaventure. Alors, parmi les outils et les moyens, il y a effectivement la formation. Et on constate, vous citez dans votre livre quelques exemples, j'allais dire, de naïveté, ou en tout cas d'ignorance de la part d'un certain nombre de jeunes, et notamment de jeunes femmes. Et puis aussi le problème de l'accès à la contraception. Est-ce qu'aujourd'hui, il est si facile que ça ? Est-ce que les médecins de famille, par exemple, sont capables de bien informer les jeunes femmes sur tout ce qu'elles peuvent avoir à leur disposition en la matière ? C'est une excellente question. On a enfin une contraception gratuite et confidentielle jusqu'à 26 ans. Ni les médecins le savent, ni les jeunes ne le savent. Ils ne savent pas prescrire pour qu'il y ait une gratuité et pour qu'il y ait la confidentialité. Donc on a installé presque en catimini gratuité et confidentialité de la contraception, y compris pour les préservatifs d'ailleurs, sans publicité, sans que les médecins reçoivent des courriers pour leur dire comment il faut faire, pour que le numéro de sécurité sociale ne renvoie pas vers les parents en cas d'achat secret d'une contraception. Et donc les moyens existent, ils sont juste pas utilisés. Sur l'extension, justement, vous l'évoquiez il y a quelques instants, sur l'extension du délai pour une IVG qui est passé à 14 semaines puis à 16 semaines, ça a entraîné beaucoup de réactions dans le monde médical, beaucoup de discussions. Quelle est votre position ? Ma position est qu'il n'y a pas de différence éthique entre faire une IVG à 14 semaines et une IVG à 16 semaines. C'est le même geste, sauf qu'il est un peu plus difficile techniquement et qu'il y a un peu plus de complications et que c'est un peu plus difficile pour les médecins. Mais c'est le même geste. Simplement, on a délocalisé les effets de marge de 14 semaines à 16 semaines. Et donc, ça pose des problèmes. Il y a un certain nombre de médecins qui ont dit ça, je ne le ferai pas. Donc, on a diminué le nombre de médecins capables de faire. On a dit aux sages-femmes, faites-le, mais elles ne vont pas faire ces IVG tardives parce que c'est des gestes compliqués et qu'elles ne feront pas. Et donc, pour moi, il aurait mieux valu laisser la loi telle qu'elle était, à ce sujet, et dire il y a l'interruption médicale de grossesse qui est sans délai, qui permet d'intervenir à n'importe quel moment de la grossesse. On pouvait très bien faire, mais on est les spécialistes de faire des lois, de ne pas les appliquer, quand on ne les a pas appliquées, d'en faire d'autres par-dessus. Donc il y avait une loi, elle marchait très bien, et dans ma ville, sur 2200 IVG, nous n'avons depuis 30 ans jamais envoyé aucune femme à l'étranger. Il y avait des femmes qui venaient hors délai, on regardait le pourquoi, le comment, souvent du déni de grossesse, souvent des adolescentes qui ne connaissaient pas leur corps, donc on les prenait autrement en charge. On n'a jamais envoyé personne à l'étranger pour une IVG. Donc ce n'était pas nécessaire, il suffisait d'appliquer la loi. Par contre, ça permet, dans les grandes villes qui ont des problèmes pour fonctionner, de dire on vous donne un rendez-vous dans 4 semaines. D'ailleurs, il n'y a pas de souci, le délai est allongé. Au moins, vous serez reçu et pris en charge. C'est pas très sympa pour les femmes. Vous dites un peu plus loin dans votre livre que celui qui a un rapport avec une jeune fille sans se préoccuper des risques encourus, ça s'appelle un salaud. Nous sommes quelques-uns à partager cet avis. Mais vous ajoutez, les mères devraient toutes apprendre à leur fils à se préoccuper de ses conséquences. Et le père là-dedans ? Les mères et les pères, les parents sont tous deux concernés. Vous faites bien de me le faire remarquer, mais
J'ai été frappé au moment où j'écrivais ce texte par une femme qui sortait d'un tribunal où son fils avait été condamné pour viol. Et devant les caméras, elle hurlait contre cette justice, que la femme était d'accord et que... Et donc je me suis dit, mais il y a une sacrée responsabilité, encore une fois, des mères. Mon sentiment, pour avoir été éduqué par une femme qui était très féministe, c'est que si les mères disaient « on respecte les femmes, on ne fait pas l'amour sans être préoccupé, on ne deviendra pas le pilote en matière de contraception, on reste que le copilote », mais c'est une préoccupation que devraient avoir tous les garçons. Et d'ailleurs, dans les classes, je vais dire, il y a 2 sortes de garçons, les bons et les mauvais. Et si j'étais une fille, je me servirais de ce test-là pour savoir si le mien, il fait partie de l'une ou de l'autre catégorie. On prend ou on range. À propos de la contraception pour les hommes, on oublie ? La contraception, elle est en rideau pour plein de raisons. D'abord parce que la spermatogénèse est un processus de 76 jours. Ensuite parce que les conséquences des médicaments qu'on essaye ne sont pas neutres. Et enfin parce que c'est jamais les garçons qui sont enceintes et le sérieux de la prise du médicament pourrait être questionnable. Après ce sujet de la contraception, de l'IVG, vous abordez un autre thème dans votre petit mais dense ouvrage, c'est le thème de l'homosexualité, avec une affirmation. Au départ, nous serions tous intéressés par les 2 sexes et la sexualité hétéro serait en fait, dites-vous, le refoulement de la part d'homosexualité provoquée par l'éducation ou la religion ou la morale. Vous êtes certain de cette affirmation ? Oui, parce que le bébé de moins d'1 an ne sait pas qu'il y a 2 sexes différents, mais il apprécie les caresses et les câlins. Et il se moque de qui les lui fait, si c'est son papa ou sa maman. Puis il va mettre encore 1 an pour savoir dans quel camp il est exactement. Et à l'âge de 2 ans, il a repéré qu'il y a 2 sexes et il a identifié son assignation à un sexe. Mais vient l'éducation, et l'éducation va refouler cette partie d'ouverture, si j'ose dire, aux caresses de quelqu'un du même sexe. On dit en médecine qu'on a refoulé la partie homosexuelle. Et d'ailleurs, ce refoulement est plus difficile chez les garçons que chez les filles. De quoi ils se traitent dans la cour de récréation, les garçons, quand ils veulent s'insulter ? Eh bien, explication de texte sur un garçon qui traite les autres de PD, c'est qu'il n'a pas tout à fait terminé son évolution et son identification, et qui se fait un quart d'heure pub dans la cour de récréation en disant « moi je ne mange pas de ce pain-là ». Mais pourquoi il se fait de la pub là-dessus, lui ? Ça montre bien que... Et d'ailleurs, les garçons nous le disent bien en consultation, « je rêve de mon meilleur copain érotiquement ». Est-ce que ça veut dire que je suis homosexuel ? Bien sûr que non. Mais il y a une partie dans notre cerveau qui est ouvert à l'autre du même sexe, et cette partie-là va être refoulée par l'éducation, ou pas d'ailleurs. Avant, c'était caché, l'homosexualité. Aujourd'hui, on peut en parler plus facilement. Vous dites que ça peut faire partie de l'apparente augmentation des cas, cette libération de la parole. Pourtant, même si elle existe, il y a beaucoup de jeunes homosexuels qui vivent toujours l'enfer. Comment vous l'expliquez ? Alors, la stigmatisation des homosexuels n'est pas finie. Les choses bougent. On a des politiques qui déclarent leur homosexualité. Il y a même une législation qui condamne l'homophobie. D'ailleurs, on ne devrait pas s'intéresser à ce que fait au plan sexuel un politique. C'est encore un tout petit peu décalé. Sauf quand eux mettent le sujet sur le devant de la scène. Mais ils estiment nécessaire de le mettre sur le devant de la scène pour pas que sur ce sujet, il y ait de la discussion. On ne devrait pas discuter des pratiques sexuelles d'un politique, mais de ses capacités politiques. Pour moi, la stigmatisation n'est pas terminée. J'en veux pour preuve le fait qu'on fait encore une gay pride. Est-ce qu'on fait une hétéro pride ? Il n'y a pas de raison d'être fier d'être homosexuel, mais ils ont tellement été persécutés par le passé, il y a encore des pays où on les condamne à mort, qu'ils relèvent la tête, et c'est bien ainsi. Par contre, à 15 ans, les jeunes, quand j'aborde le thème de l'homosexualité, il y en a toujours un pour dire « c'est dégueulasse, c'est des malades, il faut les soigner ». Donc à 15 ans, découvrir sa propre homosexualité,
souvent ce n'est pas une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui passent à l'acte et qui se suicident après parce qu'ils ont découvert leur homosexualité qui est très réprimée, très vilipendée dans leur famille. Donc pour moi, il y a un vrai intérêt de santé publique à venir dire ta sexualité c'est perso, elle ne regarde personne, tes orientations sexuelles c'est ton affaire. Ça fait partie de la vie normale, et je leur dis souvent, la fréquence de l'homosexualité, 1 pour 7, comme les yeux bleus. Est-ce que les yeux bleus, c'est une maladie? Non. Pas encore. Autre sujet sur lequel vous intervenez dans ce livre, il n'y a aucun lien, et en tout cas vous ne le faites pas, et heureusement avec l'homosexualité, c'est l'histoire de la dysphorie de genre qui se traduit aujourd'hui par une augmentation notamment des demandes de transition. Sur ce point, vous dénoncez aussi le rôle d'un militantisme qui tourne parfois au fascisme, dites-vous. Ce sont des mots qui sont forts. L'affaire du genre serait-elle un faux sujet ou un sujet monté en épingle par des minorités agissantes? Ça tourne au fascisme parce qu'il s'agit d'éviter que des paroles contre leur orientation aient lieu. Alors, ces paroles ont beaucoup eu lieu, et là aussi, il y a une espèce de volonté de revanche. Mais ce que j'appelle le transactivisme, qui cherche à éviter que la contestation ou la controverse sur ce qu'ils promeuvent ait lieu dans les universités, etc. Ce transactivisme est tout à fait fasciste. Alors, peut-être que l'augmentation apparente est liée, là aussi, à la libération des mœurs, mais elle est liée aussi aux réseaux sociaux qui laissent entendre à un enfant qui a un questionnement sur son identité, que bien sûr, mais c'est bien sûr, c'est bien cela, et qui peuvent installer chez lui une fixette qui, à mon avis, doit être accompagnée, doit être prise au sérieux, doit être encadrée sur le plan psychologique, non pas pour revenir en arrière, mais pour éviter qu'à Dieu ne plaise, on ne touche au corps trop tôt et qu'on ne fasse des choses irréversibles trop tôt. Qu'une personne de 25 ans dise « je ne me sens pas bien dans mon corps, j'aimerais bien être regardé comme étant de l'autre sexe et avoir une sexualité qui correspond à l'autre sexe », c'est un grand garçon, il change, c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut. En revanche, qu'un 13-14 ans entre dans cette démarche et qu'on change son corps, qu'on bloque sa puberté, qu'on lui enlève ses seins, qu'on le touche sur le plan chirurgical, de façon irréversible, ça je le conteste. Je pense qu'on n'a absolument pas assez de preuves médicales de l'innocuité de cette affaire-là pour le faire. Vous dites d'ailleurs, si on ne peut pas choisir son sexe, on peut choisir son genre. Alors, la traduction de je complète cette phrase. On ne peut pas choisir son sexe biologique et génétique. Et on peut, en revanche, et celui-ci est assigné définitivement et marqué au poinçon sur chacune de nos cellules. En revanche, on peut choisir sa sexualité et on peut choisir son genre. On ne change pas de sexe biologique. En revanche, on peut changer de genre, y compris chaque semaine, et on peut changer de sexualité quand on le veut. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Le temps passe vite, même si cet échange est passionnant. J'ai vraiment une question que je voudrais vous poser. Nous enregistrons cette émission en avril 2024, à un moment où on entend un peu partout les difficultés que rencontrent les professeurs et les intervenants dans les établissements d'enseignement à propos d'un certain nombre de sujets. Donc, on parle des sujets d'histoire, on parle des sujets, par exemple, l'évocation de la Shoah, d'un certain nombre d'autres faits historiques qui posent problème. Devant les collégiens, lorsque vous intervenez pour leur parler de sexualité, est-ce que vous êtes entièrement libre de vos propos? Complètement libre, mais vraiment libre. Et d'ailleurs, les parents qui cherchent à me rencontrer viennent me remercier. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas aborder ces sujets. Que les choses que j'explique à leurs enfants, il faut que ce soit du tiers et du tiers compétent. Et les parents qui manifestent aujourd'hui contre cela sont une infime minorité qui fait de l'agit-prop et qui a un objectif politique. Cet objectif politique, c'est même pas d'ailleurs un objectif religieux. C'est la place de la femme dans nos sociétés qui est questionnée, remise en question. D'ailleurs, ce vent mauvais nous vient des États-Unis où il y a les traditional wives
qui montre à la télé, qui se montre bien que sénatrice avec un tablier pour dire c'est pas mon travail de sénatrice qui est le plus important, c'est mon travail de femme à la maison. Il s'agit d'un énorme mouvement de répression de la liberté des femmes qui se traduit sous la forme de on ne laisse pas les abaisser de l'égalité. On n'aurait pas dû céder, le gouvernement n'aurait pas dû céder. On devrait avoir la fierté de nos valeurs. C'est quoi les valeurs et l'ADN de la France? C'est la femme est l'égale de l'homme, on a le droit de blasphémer, c'est les lois de la République placent devant les lois de Dieu. On ne le dit pas. Et la place des femmes dans l'histoire de France. Et la place des femmes. Je voudrais aussi aborder un autre point avant de terminer cette émission. Il y a beaucoup aujourd'hui de médecins, de psychologues, de sociologues qui s'accordent pour constater une libido en berne chez les jeunes Européens. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène? Alors, il m'est arrivé depuis peu d'avoir des questions du genre « est-ce qu'on est obligé ?» J'ai vu de la pornographie, ça me dégoûte. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de se masturber? Les questions que j'ai anonymes, écrites, me laissent entendre que la pornographie, au final, ça dégoûte. Et je peux le comprendre. Et donc, oui, on fait du mal à nos enfants en les biberonnant avec ces images. Et donc, pour moi, un numéro de carte bleue avant la diffusion de la première image, pourquoi on ne le fait pas demain matin? Une amende de 5 millions d'euros aux fournisseurs d'accès qui n'ont pas vérifié l'âge des gens qui consomment et 50 millions d'euros en cas de récidive. Et fini l'accès au territoire français pour ceux qui s'affranchissent d'en respecter les lois, fussent-ils millionnaires du net. Ils sont millionnaires du net. Ça pourrait régler le problème en quelques secondes. Il y a donc un problème de décision politique. Je reçois beaucoup de courriers des parents en disant « Comment peut-on protéger nos enfants ?» Et ils savent bien que quand je viens les voir, je les protège en les informant. Et puis, je vais aussi vous poser, pour conclure cette question, nous sommes pratiquement 60 ans après mai 68 et la révolution sexuelle. Pourquoi l'amour et le sexe restent des territoires dangereux à explorer avec les jeunes? Ils ne sont pas dangereux. Il y a des pays du nord de l'Europe qui nous administrent la preuve que quand les jeunes entendent habituellement les adultes qui sont autour d'eux parler de sexe, désigner les organes sexuels, ils ne sont pas tout gênés quand tout d'un coup ça se produit à 14-15 ans. Parler pour la première fois en tant qu'adulte de sexe devant des classes de 3e, je peux vous dire que ça gêne. Alors que quand vous regardez dans les pays du nord de l'Europe, ils sont très habitués à ça. C'est gênant parce que nous sommes un pays plein de tabous et que la manière d'exercer nos tabous a été de dire on laisse les enfants et les femmes d'ailleurs dans l'ignorance, et cette ignorance plaît à toute une partie de la société qui reste encore très largement patriarcale. Une part d'obscurantisme dans la société française. Une part d'obscurantisme et de conservatisme qui est liée à la prégnance des religions, c'est vrai, mais qui est lié également à on ne fait pas de vagues. Tous ces sujets, c'est une affaire de famille. Et moi je dis, l'affaire de famille à régler, c'est les 160 000 abus sexuels. Ça, c'est une affaire de famille à régler. Merci beaucoup, professeur Israël Lisand, pour la qualité de cet échange. Je rappelle le titre de votre livre, « Parler sexe, comment informer nos ados ». C'est édité chez Grasset. Merci à vous, internautes de la chaîne Santé de Pourquoi Docteur, pour votre fidélité. Et au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission des mots, un livre.